mon col est bien. Ouais, t'es bien. C'est pro quand même, hein, les gars. Lumière. C'est bon, il y a tout est bon de mon côté. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission du French Tattoo Museum. Alors aujourd'hui, mon invité, Franck Sénateur. Franck, je suis ravi de t'accueillir dans cette émission. Alors tu es né en 1960, tu es enseignant et passionné d'histoire sociale et tu as créé en 1999 l'association Fatalitas en compagnie de Jérôme Pirat et d'Éric Guillon. Cette association explore l'histoire des établissements pénitentiaires et métropoles et d'outre-mer, association dont tu es le président toujours. Voilà, toujours. Et donc une association qui a 3 axes, hein. L'enfance, la justice donc des mineurs, la justice militaire et la justice coloniale. C'était un petit peu le parcours en fait des grands reporters de l'époque et d'Albert Londres, bien entendu, hein. Alors tu vas participer à de nombreuses expositions un petit peu partout en France, à Fontainebleau au Musée national des prisons, à Paris au musée de la préfecture de police, à Saint-Laurent-du-Maroni au camp de la transportation. Tu es également l'auteur de plusieurs livres. Alors en 2002 tu publies Le bagne en relief en collaboration avec Jérôme Géel, c'est ça? C'est ça. En 2008 Martinière, Transport des Forçats chez Marine Éditions. La même année tu sors Évadé aux éditions Pascal Petiot chez la Manufacture de Livres. 2012 Planète évadée. 2015, Nous si jeunes et pourtant déjà si vieux, avec une préface d'Éric Cantona. Pourquoi Éric Cantona? Alors Eric Cantona, parce qu'en fait c'était un travail de jeune. J'avais des élèves qui étaient un petit peu borderline, comme on dirait, c'est-à-dire en fait qui avaient été un petit peu en position délicate avec la justice, qui étaient des fois placés par le juge comme avec une alternative en fait à l'enseignement, à l'enfermement. Et donc leurs histoires étaient tellement incroyables, leurs histoires de vie, que je me suis dit mais il faudrait quand même leur donner la parole et que quelqu'un les écoute et qu'on arrête de faire parler des sociologues et des politiques à la place de ces gamins qui finalement dans leur rapport à l'autorité ont juste un problème de positionnement des curseurs, quoi. Et donc ils ont écrit, je leur ai fait écrire leurs histoires de vie, leurs aventures à travers 4 thèmes qui étaient l'autorité, donc l'autorité familiale, l'école, l'autorité donc dans le milieu scolaire, la police et la justice. Ils avaient le choix et ils pouvaient aussi donc le faire de façon anonyme si les histoires étaient un peu trop scabreuses. Et donc ils ont joué le jeu, en fait ils y croyaient pas, puis évidemment c'était des gamins qui écrivaient que en SMS, donc pour les faire écrire de façon cohérente ça a été un peu compliqué, mais ça a bien marché en fait, ça a été un super projet. Et alors quand il s'est agi de trouver effectivement le préfacier, bon, moi j'avais pensé évidemment à quelque chose de très conventionnel, un président de cour pour la justice des mineurs, bon, mais ça apportait pas grand chose. Et à ce moment-là, Éric Cantona, qui lui-même a un rapport intéressant avec l'autorité, parce que finalement il respecte les règles sur les terrains de foot, mais il transgresse, ouais, c'est ça, il est capable de transgresser, il est capable de se révolter, et donc en même temps avec un discours très humain, quoi. Donc je suis allé faire la groupie devant son théâtre et j'ai réussi à le coincer, et donc Elle a tagué ouais, c'est ça, il m'a dit il a faut pour quand cette préface. Et c'était parti, et donc on a passé une soirée entière avec les jeunes, avec lui au moment du lancement du bouquin. Ça a été un moment fabuleux. Toujours la même année, tu écris Incroyable évasion. Cette année, tu sors S'évader, une autre histoire de la justice de 1791 à nos jours. Alors je la montre, hein, je pense qu'on peut trouver ça. Alors c'est Nouveau Monde, voilà. C'est ça, mais on peut trouver ça sur Amazon. Hein, je pense que ça se commande un petit peu partout. Alors on apprend d'ailleurs dans ce livre qu'en Belgique et en Suisse, le fait de s'évader n'est pas puni. Alors qu'en France, c'est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Dans ce livre, tu passes en revue 21 cas d'évasion, c'est ça? Alors en fait, voilà, là l'idée c'était l'évasion pour l'évasion. Bon, c'est anecdotique, c'est finalement pas très intéressant. Enfin, on va dire que c'est secondaire. Voilà, il a fait un trou, il a trouvé une opportunité, bon. On fait encore des trous? Ouais, on fait encore des On trous, en fait encore, et on noue vraiment. encore. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on noue encore ces draps. Donc, vrai. ouais, oui, la dernière évasion de Fresnes, Ouais. c'était. La date de quand, la dernière évasion de Eh ben, Fresnes? c'était l'année dernière. Non, c'était en 2019. Voilà, Putain, et 2019. le mec, il a noué ses draps. Ouais, donc c'est la salut, quoi. dernière. Et donc ça laisse un peu d'espoir en fait. Et l'idée, c'est intéressant que tu aies parlé de la justice belge et suisse, parce qu'effectivement, d'un point de vue philosophique, c'est un parti pris complètement différent. C'est-à-dire qu'eux considèrent qu'on a le droit de s'évader parce que la liberté parce qu'on est privé de individuelle. liberté. Eh oui, depuis qu'on a donné le droit d'être libre et qu'on a octroyé cette liberté chez nous depuis la Révolution, priver les gens de liberté, c'est pas les empêcher de vouloir de leur libre arbitre la retrouver. C'est pendant un certain temps les occuper ou les priver de ça, mais c'est leur laisser le droit de penser qu'ils peuvent redevenir libres. Et donc finalement, c'est une espèce de soupape de sécurité. Chez nous, on a l'impression que c'est encore la justice du prince, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ces magistrats avec les hermines, avec les légions d'honneur qui sont arborées de façon très très présente. Ostentatoire. Et oui, ostentatoire, voilà, tous ces éléments très impressionnants. Ouais. Et alors quand un malheureux décide quand je dis un malheureux, je l'excuse pas de ses actes, hein, mais décide de s'évader, alors là c'est crime de lèse-majesté, c'est comme s'ils avaient été eux-mêmes offusqués, et du coup la justice est d'autant plus dure, parce que tu disais que effectivement il y avait une peine complémentaire, mais il faut savoir qu'elle est non confusionnable, c'est-à-dire que dans tous les cas de figure, elle va s'additionner. Ouais. C'est finalement vraiment le summum de la sanction, quoi. À ta connaissance, il y a 2 pays simplement qui L'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi. Donc on peut pas penser décemment que c'est des pays laxistes où la justice Non, bien fait sûr, pas bien son sûr. boulot. Est-ce qu'il n'y a pas plus de tentatives d'évasion du coup? Non. Non. Alors justement, en fait, l'élément, encore une fois, j'y reviens, il est presque plus philosophique que pratique. Ouais. Dans la pratique, ce qui est condamné dans ces pays-là, c'est les moyens qui sont utilisés pour l'évasion. C'est-à-dire que si Oui, il ne faut pas tuer un gardien, voilà, si bien le mec sûr. fait une prise d'otage ou qu'il pète les Enfin, murs, s'il fait des nœuds à assez coup de draps poing. qu'il essaie de descendre. ou s'il y a une porte qui est restée entrouverte, ou s'il y a une clé, ou si, comme pour Mérine, en 78, il y a une échelle qui est posée parce qu'on est en train de mettre des barreaux supplémentaires aux cellules, Ouais. et qu'il saisit cette opportunité-là, eh bien, il ne va pas être jugé et condamné pour ça. Tu m'as dit il y a peu de temps, d'ailleurs, que tu venais d'acquérir dans ta collection un magnifique bateau construit par Mérine en prison. Voilà, alors en fait, ça c'est un peu un Parce hasard. que C'est vrai que- ça va faire baver un paquet de monde là. Ouais, on aurait pu le montrer, c'est vrai que c'est dommage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'avocat de Mérine, donc qui est un ami, en fait, donc Jean-Louis Pelletier, est passionné de bateaux. Et donc on s'est connus, on s'est même croisés en bateau. Il avait tout un tas de maquettes. Et donc Mérine, à un moment donné, décide de lui faire plaisir. Et donc va fabriquer une petite maquette en prison qui va lui offrir. Et cette maquette, donc Jean-Louis Pelletier va la garder dans son cabinet jusqu'à la fin de ses activités. Il a arrêté il n'y a pas très longtemps, hein. Il a arrêté il y a 3-4 ans, un peu plus, peut-être 4-5 ans, Pelletier de défendre en fait d'avoir des grosses affaires, quoi. Donc ça c'est vrai que c'était un objet qui sort un peu de l'ordinaire, mais principalement moi ce qui m'intéressait c'était les objets fabriqués par les bagnards, en fait, c'est-à-dire des objets d'opportunisme, de vente qui permettaient d'améliorer leur quotidien, quoi. Et depuis peu, tu écris dans la rubrique Culture de Tatouage Magazine, parce que tu as quand même contribué là, ces derniers temps à faire des documentaires très très intéressants, hein. On a eu de très très bons retours. Alors tout d'abord Franck, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et à écouter cette présentation, on se rend compte qu'au-delà du grand intérêt que tu portes aux bagnes coloniaux et à la connaissance qui est la tienne, c'est l'évasion qui de prime abord constitue l'épicentre de ton œuvre littéraire. Mmh. Alors ma première question Franck, pourquoi l'évasion quand la plupart des gens s'intéressent aux crimes qui ont conduit ces mêmes personnes en prison? Ah, c'est une très très bonne question. En fait, moi, le point de départ, je crois, mon point d'entrée dans cette histoire qui est très vaste, très large, hein,
c'est l'humain, c'est l'aspect sociologique, c'est-à-dire en fait le parcours de l'humain qui l'amène quelque part. Donc la sociologie, moi c'est ma première formation, et plus que la psychologie, ce qui m'intéressait, c'était comment, à travers finalement une histoire sociale, on arrive à avoir des parcours de vie tracés dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire en fait ces parcours que que les gamins qualifiaient de parcours enfants du malheur, des parcours obligés avec le fatalitas dont on reparlera, et puis à côté de ça des voies tracées vers la réussite, l'ordre social, la domination, etc. Donc finalement c'est l'humain moi qui m'intéresse dans cette histoire. Et pourquoi l'évasion? Parce que finalement, je crois la question la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'un homme libre finalement? Qu'est-ce que la liberté? Alors la liberté de penser, la liberté d'être, est-ce qu'on est libre jusqu'à un certain point? Et puis, est-ce que dans l'enfermement, on peut quand même gagner, entre guillemets, sa liberté? Comme par exemple Paul Roussin, dont on parlera, qui arrive à cumuler tellement de punitions que finalement la peine devient un non-sens et perd en fait toute son efficacité. Comme dans un bouquin célèbre de Jack London, Le Vagabond des étoiles, où le héros, donc c'est un peu autobiographique, mais là le héros donc se fait enfermer dans une prison de haute sécurité américaine, et donc on le met au mitard. Au mitard, on le met en camisole de force, donc tu vois l'enchaînement en fait un peu comme les poupées russes. Et alors qu'il est au fond du fond, il s'évade par l'âme, par l'esprit. C'est ça, on a des cas comme ça de prisonniers célèbres, même avant la Révolution française, de gens qui écrivaient des poèmes fabuleux sur les murs des prisons, qui se sentaient totalement libres, parce qu'ils avaient cette capacité à imaginer justement, à sortir un petit peu de cette cellule de leur propre corps, quelque chose, un petit peu un mysticisme de la pensée qui faisait qu'ils se sentaient libres. Tout à fait. Alors qu'à contrario, il y avait des gens qui sont libres et qui se sentent totalement enfermés, même chez eux, dans leur propre maison. Et regarde bien que sur cette histoire de Covid, les journalistes, bon, qui sont pas, évidemment, qui sont pas à un excès près ou à un effet pour toucher, voilà, pour toucher du public. Mais tout le monde a parlé d'enfermement, tout le monde a parlé d'emprisonnement, tout le monde a parlé de se sentir prisonnier, se sentir enfermé. Alors que bon, il faut quand même... On a eu deux cas. On a eu des gens qui ont très mal vécu le confinement, le premier surtout, et il y a des gens qui ont adoré ça. Moi j'en connais plein. Des gens qui m'ont dit, j'ai vraiment... ça a été pour moi quelque chose de bénéfique, de rester... Il y a des gens qui tu vois, il y a cette possibilité effectivement d'introspection à travers ce moment où on se retrouve seul. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est décrocher effectivement et socialement s'isoler. Mais c'était intéressant de voir, encore une fois... comment c'était interprété, comment les psychologues sont venus là-dessus, donc pour effectivement éclairer l'histoire. Et finalement, objectivement, quand on y réfléchit, c'est pas de la prison, c'est pas de l'emprisonnement, tu vois. Tout au plus, ça pourrait être, moi c'est ce que je disais, tu vois, ça pourrait être du bracelet électronique, c'est-à-dire que on rentrait chez soi le soir, on avait une autorisation de sortie dans la journée, on n'était pas dans une cellule de 7 mètres avec 4 bonhommes et un rapport de force qui faisait que tu pouvais te faire péter la gueule donc voilà, il faut quand même un petit peu être raisonnable et pas mélanger tout quoi. Tu donnes également à réfléchir non pas seulement sur le pourquoi on s'évade, mais aussi de quoi on s'évade, finalement, c'est ça. Voilà, alors le premier bouquin que j'avais fait, c'était avec l'aide d'une psychiatre, et c'était qui s'évade finalement. Pourquoi il s'évade? Est-ce que l'exemple le plus connu, c'est Papillon avec Steve McQueen qui va tout faire pour s'évader et Dustin Hoffman qui lui va rester dans le système. Donc à un moment donné, la question encore une fois... C'est un petit peu le film Les Évadés quand il dit qu'il est institutionnalisé, qu'à un moment, la prison c'est son monde. Il n'a plus envie d'en sortir. Voilà. C'est vrai qu'à partir d'un certain nombre d'années, on est tombé... Et aux États-Unis, bon, à partir du moment où il y a ce cumul de peines, et que on se prend 150 ans. Oui, donc là, moins d'être débile, le mec il sait qu'il sortira pas, donc il faut qu'il se refasse une vie. Mais quand tu réfléchis bien, t'as beaucoup de gens qui quittent pas la cité, la commune, qui voyagent pas, qui restent dans leur environnement propre parce que ça les rassure, ils ont leur marque, c'est leur culture. Donc finalement, ces immenses prisons privées américaines, c'est comme des espèces de villages qui sont fermés. Donc l'élément c'était ça. Le premier, moi, c'était qui s'évade et pourquoi.
Là, effectivement, c'est de quoi, dans ce livre S'évader, une autre histoire de la justice, c'est-à-dire qu'en fait, ça part de 1791, le code pénal donc, de la Révolution, qui va instaurer la privation de liberté pour la première fois comme peine principale. Jusque-là, dans l'Ancien Régime, c'était des peines corporelles, des châtiments corporels, oui, parce des que tortures, avant etc. 1791, on allait en prison 2-3 jours, Oui. C'est ça la prison. C'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage. Voilà, On passait pas 10 ans en prison. Non, ça non, par n'existait contre, pas. bon, effectivement, tu savais que selon l'importance de la faute, entre guillemets, bon, t'allais te faire péter les genoux. Retire les pieds. Écartelé bon, ébouillanté. Voilà, c'est ça, on en rit, mais bon, à l'époque, exposé en place publique, etc. Ouais. Donc, et puis, bon, il y avait évidemment déjà cette notion de travaux forcés, hein, avec la peine des galères, où on partait aux galères, donc enchaîné jour et nuit pour ramer sur les galères Oui, du roi. mais là, c'est parce qu'on avait besoin de churmes, on avait besoin de rameurs. C'était un besoin des rois. Et quand on était bon rameur, de toute façon, même si on était prêt à être libéré, ils trouvaient toujours Oui, tout à une fait. combine pour vous remettre à la C'est rame ça, 15 c'est ça, ans. c'est ça. On n'en sortait jamais, de toute façon. L'époque que tu décris, elle est intéressante parce que c'est les prémices de la révolution industrielle, et en même temps, il faut savoir qu'en 1748, quand le corps des galères va être supprimé, les bateaux sont déjà complètement obsolètes dans leur fonctionnement. Tu vois, ils sont C'était quoi? prêts C'était le Canada? C'était pour l'exil des indigents, tu veux dire, Ouais, pour c'est se ça. débarrasser des... Où qu'on envoyait? Alors ça, c'était... Excuse-moi. Non, continue mais sur ce que- ça, c'était effectivement... Il y a une notion de peuplement, en fait, Ouais. qui a été... Alors, cette notion de peuplement, on s'est toujours... nous, on a été un peu toujours à la... comment dire, à la ramasse, hein, on a toujours été derrière les Anglais. Parce que les Anglais avaient fait ça en Australie. Ouais, hein. alors les Ouais. Anglais, et puis en Amérique surtout. Oui. Donc si tu veux, l'idée c'était, finalement, comment je me débarrasse des gêneurs, des gênants. Et donc les prostituées, les opposants politiques, c'était facile de dire, bon voilà, les gars, vous allez peupler la nouvelle colonie, et puis là-bas, vous allez trouver une possibilité de rédemption et de vous refaire une vie, quoi. Les Anglais l'ont beaucoup fait, on leur a assez peu reproché, parce qu'ils ont toujours réussi à passer à travers les mailles du jugement de l'histoire, aussi bien dans la colonisation que dans la décolonisation, qui sont toujours faites dans le sang. Nous, par contre, on a toujours cette culture de la culpabilité qui fait que on se reproche, on nous reproche, et finalement, on n'a pas fait bien différent des autres. Hein. Oui, ni des Russes qui ont colonisé tous les pays de l'Est et tout ça, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, là, c'est 1791, mais je veux dire, on pourrait remonter à des gens encore plus connus. Spartacus, essayer de s'évader, tout le monde essaye de s'évader. Oui, alors là, 1791, parce qu'encore une fois, comme je te le disais, c'est l'arrivée du code pénal. Ce premier code pénal qui va instaurer donc la privation de liberté comme peine principale, comme châtiment principal. Donc c'est un point de départ dans l'histoire moderne en fait de la prison et de la justice. Et chacune des évasions sert de prétexte à raconter une étape, un élément de construction. On va retourner un petit peu vers le bagne. À partir des années 1840, les politiques souhaitent l'éloignement des criminels hors de France, c'est ce qu'on disait. Et cette politique de transportation débute avec les bagnes militaires, hein, compagnie de discipline, qui s'installe en Algérie. Maroc, Tunisie, enfin voilà, donc la conquête coloniale. Les bagnes maritimes vont être transférés vers Cayenne en 1852. Et la Nouvelle-Calédonie en 1864. Alors là, on est dans ta partie déjà, là c'est plus ce que toi tu maîtrises vraiment bien. Au moment où la marine passe de la voile à la vapeur et que le besoin de main-d'œuvre pour la construction maritime se fait moins important, parce qu'il y avait aussi ça. Comment tu expliques un petit peu ce basculement à partir de cette époque où on va commencer à changer de politique sur ce qu'on va faire de ces gens-là? Alors, il faut toujours voir les choses d'un point de vue global et essayer de comprendre le contexte avant d'aller dans les éléments tu vois, pointus et puis de finalité ou de finalisation. Donc l'élément principal de l'époque, c'est le contexte politique. 1848, les événements, donc, et puis la révolution de 1848, la grande peur que ça va faire naître dans la bourgeoisie qui tient le pouvoir à cette époque-là. Et donc on n'est qu'à 50 ans de la révolution. De la révolution, bien sûr. Et donc il faut imaginer oui, c'est encore dans la mémoire collective, tout le monde oui, y pense. c'est les gens qui l'ont vécu. C'est bouillant, c'est les gens qui l'ont fait, ouais. Donc si tu veux, c'est comme si aujourd'hui, c'est même plus proche que si on parlait de la Seconde Guerre mondiale, qui est maintenant devenue plus éloignée. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est omniprésent. Il y a cette espèce de terreur qui va se greffer autour de ça. Et finalement, le premier élément, ça va être un décret de 1852, donc établi par Louis-Napoléon Bonaparte, hein,
le nouveau président de la République élu, qui va instaurer la déportation des politiques, des membres des sociétés secrètes, c'est-à-dire en fait tous les penseurs qui sont en opposition et qui peuvent représenter un danger. Donc c'est les politiques qui vont être éloignés, et là se pose la première réflexion, c'est évidemment où on les met, quoi. Donc on les éloigne de la France, on a un empire colonial qui est tout frais, avec peut-être la Corse qui est trop... Enfin, pardon, hein, c'est pas l'empire colonial, mais la Corse étant jugée trop près, on refait référence à l'empire colonial, donc l'Algérie, l'Ambessa, et donc c'est les premières déportations. Puis ensuite, il va se poser un problème très très vite, c'est que ces politiques sont des gens qui sont intelligents, qui sont argumentés, qui ont une vraie démarche, et qui vont s'opposer systématiquement au pouvoir, et qui vont finalement titiller sans arrêt l'autorité. Et à partir de là, va être établi un nouvel élément qui va être de considérer qu'ils ont finalement des fautes en tant que droit commun, parce que dans le cadre de leur arrestation, il y a eu coups et blessures envers représentants de l'ordre, etc. Et on va les déporter, cette fois-ci vers la Guyane, très très vite. Et donc là, on a un premier élément d'injustice, puisque la Guyane, c'est terre de transportation, et non pas de déportation. Il faut bien faire attention à ces définitions. Tu sais, déportation, c'est les politiques. Transportation, c'est les condamnés de cour d'assises, les condamnés de droit commun. Et viendra ensuite donc la relégation, qui sera le troisième élément complémentaire, donc pour les récidivistes. Il y a effectivement la révolution industrielle qui va amener finalement, par le biais de la machine, qui va diminuer le besoin de main-d'œuvre pénale, donc qui servait. Et puis il y a l'abolition de l'esclavage. Qui était aussi beaucoup basé à Toulon, Marseille. Voilà, Brest, mais en plus cette main-d'œuvre a fait concurrence aux ouvriers français. Il y a dans les journaux, on parle de on fait travailler des gens alors que l'ouvrier français n'a pas de travail. Et puis surtout, les arsenaux sont en plein centre-ville, donc ça veut dire que toute cette main-d'œuvre qui est considérée comme étant super dangereuse, on va la ramener dans les centres-villes, et même si on lui fait faire les travaux les plus pénibles, la population se plaint en fait. C'est trop proche de la population, de toute façon ils en ont peur. Hein. Mais tu vois bien, aujourd'hui encore, le phénomène est complètement d'actualité. Quand on propose d'installer une prison, la population entière se lève et même quand c'est loin de la ville, alors qu'ici à Poissy, elle est en centre-ville, la centrale. Voilà, historiquement, c'est vrai que, mais il n'y a pas qu'en France, mais historiquement, les prisons sont en centre-ville parce qu'elles étaient proches du palais de justice, et donc le palais de justice était en plein centre-ville, et puis ensuite les villes se sont agrandies autour. Mais on trouve ça aussi dans les autres pays, en Italie, en Angleterre, etc. C'est d'ailleurs très intéressant, parce qu'effectivement, la ville vivait par aussi ces marchés, en fait, et se développait autour de ça, avec la population, parce qu'il fallait les nourrir, je veux dire... Et puis il y avait les familles des surveillants qui venaient se greffer, donc finalement... regarde ce qu'il y avait à Clairvaux. Ça a créé des emplois, quoi. Voilà, Clairvaux, c'est l'exemple type de ce qu'une centrale au milieu de la Pampa, dans une ville de petite importance, peut faire, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, être le principal fournisseur. C'est Euro Disney qui s'installe, quoi. Oui, exactement. C'est ça. Bon, moins drôle, quoi. En moins drôle. Voilà. La loi du 27 mai 1885 instaure la relégation des récidivistes et entraîne l'internement perpétuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises. Après leur peine, les condamnés récidivistes ne peuvent pas revenir en métropole. Quand même assez incroyable. Ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose... Pour eux, ça devait être quelque chose de... Alors, ils peuvent revenir s'ils bénéficient d'une grâce. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une démarche pour lever en fait, cette relégation. Mais il faut comprendre, si tu veux, que la relégation, c'est une solution, un essai de solution au problème de la récidive. Mais ils doivent purger une double peine de relégation équivalente à la durée de leur condamnation. Alors, ça c'est dans le cadre de la transportation, ce qu'on appelle le doublage, donc l'article 6, qui va être dénoncé par Albert Londres, mais par plein d'autres. C'est, en fait, il faut remonter aux origines de la colonisation, et le législateur se dit, bon, on envoie effectivement les condamnés là-bas, on va les nourrir, ils vont purger leur peine, et ensuite, on va leur demander de rester un temps équivalent pour rendre à la colonie ce que la colonie leur a donné. Finalement, il y a une notion d'échange qui permet de servir de zone de transition pour une adaptation en tant que colon libre, finalement. C'est ce qu'ont fait les Anglais, encore une fois, en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc, on n'invente rien. Par contre,
Ce qui pose problème, c'est que dans la peine du doublage, à partir de 8 ans de travaux forcés, on n'a plus le droit de rentrer. C'est à vie qu'on doit rester dans la colonie. Et ça, à un moment donné, la question se pose de savoir si les jurés de cour d'assises sont bien au courant qu'en fait, quand ils condamnent quelqu'un à 7 ans ou à 8 ans, ça change du tout au tout ça change sa vie. Eh oui. Eh oui. Sur une condamnation à perpète, tu vas dire, bon voilà, le mec est condamné à perpétuité, qu'il fasse la perpète à Fontevraud, à Clairvaux ou à Saint-Laurent-du-Maroni, ça change pas grand-chose. Mais par contre, sur les petites condamnations, 7 ans de travaux forcés ou 8 ans, ça change complètement une vie. Après, le problème de la récidive et de la relégation, c'est une peine accessoire. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une peine de prison, et cette accumulation de peines va faire que la dernière va déclencher la relégation, donc l'exil forcé. Ce qui explique, tu comprends bien, que si la dernière condamnation c'est pour un vol de mouchoir pour une petite bonne de province ou une brouette ou un vélo, ça fait dire effectivement au grand public, on part au bagne pour un vol de bicyclette. C'est pas tout à fait vrai, c'est le 7e vol qui déclenche en fait cette relégation. Donc tu vois, il faut relativiser. Encore une fois, on est dans un système démocratique depuis la Révolution, avec une réflexion, avec des études qui sont faites à l'Assemblée, avec des humanistes qui vont réfléchir, en fait beaucoup, de Metz, Lucas, il y a Tocqueville, il y a des grandes réflexions qui se font, les décisions n'arrivent pas comme ça. Bien sûr, bien sûr. Comme un... Après, dans le jargon du bagne, on parle de doublage, c'est les bagnards qui parlent comme ça. Ils se qualifient d'ailleurs entre de durs ceux d'en bas, ou pieds de biche ceux d'en haut, pour distinguer ceux qui sont condamnés à la première fois, les durs, des relégués qui sont récidivistes, ceux d'en haut. L'administration pénitentiaire ne les mélange pas. Cela fait référence à l'emplacement de chaque groupe dans les cales, en haut ou en bas du navire-prison, le Loir puis la Martinière, que tu connais bien, parce que tu as écrit là-dessus, effectuant la traversée de l'Atlantique. Alors, combien de temps dure la traversée ? Alors selon, en fait, elle dure entre 15 jours et 3 semaines. L'idée c'est, est-ce qu'il y a un passage par l'Algérie ? Parce qu'en fait, à partir du moment où on considère que, mais ça c'est légiféré, c'est-à-dire que c'est la loi, la loi donc de 1854 désigne la Guyane puis la Nouvelle-Calédonie comme terre de transportation. Donc la peine ne peut s'accomplir que là-bas, ce qui veut dire que des condamnés africains vont aller purger leur peine en Guyane. Alors qu'on peut imaginer qu'on aurait pu installer un autre bagne en Algérie ou en Afrique noire pour les condamnés africains, par exemple. Ou les condamnés français qui sont condamnés sur le territoire africain. Cela, donc, le bateau va faire une escale à Alger, va les récupérer et va les emmener en Guyane au même titre que les autres. Eux non plus ne seront pas mélangés, parce que c'est deux cultures complètement différentes, et l'administration va utiliser finalement cette différence en amenant, et c'est presque une double peine là aussi, les condamnés maghrébins, principalement algériens, à être ses auxiliaires, ce qu'on appelait les porte-clés finalement. Les porte-clés étaient beaucoup des Arabes, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont eux aussi faire partie du système, mais avec cette espèce d'image d'assistants de l'administration pénitentiaire, alors c'était les chaouches dans les bagnes militaires, et ça devient donc les porte-clés, les auxiliaires. C'est un peu, je ne veux pas mélanger et faire d'amalgame, mais un peu les capots dans les camps de concentration, quoi. Tu vois, c'est les aides de l'administration qui bénéficient de petits avantages. Oui, parce qu'on a beaucoup de photos de bagnards français qui sont là, et derrière, on a les gardiens, ce sont des maghrébins. Voilà. Beaucoup. Voilà, et encore une fois, l'administration pénitentiaire coloniale va se servir de cet effet-là. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot caïd. Le caïda, le chef, en fait, c'était le chef d'établissement d'une administration quelconque au Maghreb, c'était le chaouche, et aussi caïd, qui va devenir après dans le langage commun français. Oui, qui était le costaud, quoi. Le costaud. Mais avant ça, avant que ce soit le costaud, le caïd, c'était quand même... Enfin, il me semble que c'était quelqu'un qui vous gardait, quoi. Alors, il faudrait vérifier, mais... Peut-être. Est-ce qu'on a des récits de ces traversées Ah oui. Parce que là, la promiscuité, la loi du plus fort finalement, là, je sais pas. Alors, c'est la traversée, c'est effectivement un moment qui est très fort, parce qu'en fait c'est le départ, là il y a le sentiment qu'il se passe quelque chose. Très anxiogène pour les... Donc c'est terrible. La traversée c'est terrible. D'ailleurs ça a été illustré par des dessinateurs de BD, tu vois,
qui ont repris ça, et même des romanciers, hein, dans Chéri Baby, tout se passe sur le bateau, parce qu'il y a un imaginaire autour de ce bateau, qui est pas un bateau fantôme, mais qui est un bateau mystérieux. On a cette scène dans Papillon, justement, avec Steve McQueen, Oui, où il y en a un qui se fait poignarder, ils dorment sur des hamacs suspendus. C'était ça? oui, oui, tout à fait. C'est ça. Alors, bon, encore une fois, c'est intéressant le volet maritime. C'est pour ça que donc, je m'y étais intéressé, moi, parce que j'avais trouvé des témoins, et j'avais trouvé quelqu'un qui avait été mousse pendant 3 voyages sur le bateau, en 35. Martinière? Sur le Martinière, voilà. Et donc, ça permettait de comprendre le fonctionnement et en même temps l'organisation à bord. Ce Martinière, c'est un bateau commercial classique qui fait le transport du bois, des matériaux, etc. Et puis, 1 fois ou 2 fois par an, il est réquisitionné par l'administration coloniale, qui va donc vider en fait le pénitencier de Saint-Martin, qui a accueilli tous les condamnés aux travaux forcés toute l'année, et donc va les expédier sur le territoire qui est prévu à cet effet, en l'occurrence la Guyane. Et donc c'est pour ça que les voyages se font toujours en fin d'année, parce que on a rempli, et on vide. Et donc ça explique aussi que les récits font toujours part de tempêtes, parce qu'évidemment, traverser le golfe de Gascogne en hiver, tout le monde sait très bien que c'est la période où il y a des tempêtes, donc les types sont pas du tout amarinés. Donc c'est aussi des conditions de promiscuité avec la maladie, de maladie de mer en fait. Hein, et puis bon. Après, le bateau va arriver dans des zones plus calmes, il va prendre les alizés, et puis là, il va se retrouver dans des zones plus chaudes. Donc ça va être la chaleur qui va amener l'élément de promiscuité. Et enfin, donc, quand il arrive en vue de l'Amérique du Sud et des côtes, à ce moment-là, ça va être la découverte de ces paysages, finalement de ce nouveau monde, et l'idée toujours omniprésente, on y revient, hein, de l'évasion. Il faut imaginer que pendant tout le voyage, il y a des types qui retournent là-bas, des durs à cuire, des vieux chevaux de retour, comme ils les appelaient, tu sais, qui se sont chevaux de retour, oui. Voilà, qui se sont en fait rupture choper, de banc. et voilà, qu'on a chopé, qu'on renvoie. Les types ont une expérience, du coup, contre une cigarette, une ration de vin qui était servie, il faut savoir qu'il y avait un quart de vin à bord par jour et par condamné. Donc contre des petits avantages comme ça, ils vont raconter des histoires, ils vont expliquer comment c'est, parce que tout le monde est inquiet, stressé, curieux, et veut savoir déjà un peu comment pouvoir s'évader. Donc ce voyage, il est à la fois très mystérieux, et en même temps très très conventionnel, parce que il y a effectivement une convention qui est établie entre la compagnie nantaise qui possède le Martinière, qui est un bateau qui a été récupéré aux Allemands, hein, après la guerre de 14, et le ministère des colonies. Et alors là, il y a une clause qui est très intéressante, moi que j'ai voulu mettre en avant, et en même temps, si tu veux, j'ai laissé ça au libre arbitre intellectuel du lecteur. Il y a une clause qui dit, puisque ce bateau est un bateau de commerce, quand il va transporter des forçats pour l'État, il ne fait pas de commerce. Donc, il y a un manque à gagner. Pour compenser ce manque à gagner, il faut, au prix d'un condamné transporté, qui est un minimum de 670 condamnés à bord par voyage. C'est-à-dire, eux, ils disent 670 unités, parce que c'est une unité de valeur. Et tu comprends bien que le côté pervers de cette histoire-là, c'est que l'administration pénitentiaire coloniale, ou le ministère de la Marine, ne voulant pas payer effectivement des indemnités de manque à gagner à la compagnie de navigation, va très certainement un peu orienter les cours d'assises en disant, bon, quand on arrive et qu'on voit qu'on n'a pas le nombre pour remplir le bateau, de dire, bon les gars, n'hésitez pas, hein, là, il nous faut un petit peu d'effectifs, quoi. Et c'est comme ça que, je ne sais pas si c'est une transition ou pas, mais en tout cas que Raymond Vaudet part en Guyane pour 67 jours qui lui restent à purger. Une fois sur place, alors Vaudet on va pas en parler tout de suite, mais une fois sur place, c'est un monde hostile, hein, comme on l'imagine, hein, qui s'offre aux détenus, aussi bien la nature que les hommes. Est-ce qu'on a beaucoup de témoignages de Bagnard et de l'apax existentiel qu'ils subissent en découvrant ce nouveau monde? C'est quelque chose pour eux, parce que la plupart ils sont jamais sortis de Paris, ils sont jamais sortis de leur bled, là ils arrivent, c'est... Alors, ce qui est drôle, c'est que on a un peu la même chose chez les surveillants, tu vois, ou chez les femmes de surveillants, dans les familles de surveillants. Ils arrivent de Corse, de Bretagne, ils sont pas allés seulement dans la sous-préfecture du coin, qu'ils se retrouvent balancés à Saint-Laurent-du-Maroni, à Saint-Jean, tu vois, dans des camps forestiers ou aux îles du Salut, et là c'est pareil, c'est le même dépaysement. Les témoignages sont assez nombreux parce que il va y avoir quand même une certaine littérature, tu vois, cette littérature
de prison ou du bagne. Bon, il faut essayer de comprendre finalement qui écrit et pourquoi, mais il y a beaucoup les journalistes, effectivement, qui vont faire des reportages, mais il y a pas mal de témoignages. Et on connaît évidemment, et on en parlera peut-être, Papillon, qui est le best-seller sur le sujet et l'élément le mieux ficelé finalement. Mais il y a beaucoup de témoignages bien avant, en fait, dès le 19e. Avec quand même beaucoup d'interrogations. Alors maintenant, on a à peu près fait le tour de la question, on sait d'où ça vient. C'est-à-dire, en fait, Papillon, donc c'est Charrière, il arrive au bagne en tant qu'infirmier, alors que c'est un proxénète parisien, enfin ardéchois, qui vient s'installer à Paris. Ouais. Donc tout le monde s'est toujours posé la question de savoir pourquoi il était balancé infirmier, qui est le poste que tout le monde recherche. Le poste classe. Bon. Et sur lequel il a aucune compétence, forcément. Donc bon, couramment, on a tendance à considérer que c'est parce que c'était un indique de la police parisienne et qu'il y a eu, par rapport à sa condamnation à perpétuité, un petit envie arrangement, d'adoucir un peu la lourdeur de la peine. Ouais. Toujours est-il qu'il va entendre beaucoup de témoignages des gars qui reviennent d'évasion, des gars qui passent par l'infirmerie, etc. Et il va garder ça dans sa mémoire. Et puis ensuite, quand il raconte que c'est le récit-roman d'Albertine Sarrazin, Ouais. l'Astragale et la Cavale, qui lui donner cette envie. Bon, je dis immodestement, parce que Albertine Sarrazin écrit super bien, alors que Charrière, c'est pas un grand littéraire. Mais donc c'est ça qui lui donne l'idée, et effectivement, donc il va écrire, ce manuscrit va être repris, il y a un nègre derrière, donc c'est connu maintenant chez Robert Laffont, qui va reprendre le texte, et finalement, ça va être les meilleures histoires de chaque sujet. Donc la meilleure traversée, la meilleure évasion, le meilleur retour. Oui, c'est ça, voilà. une espèce de melting pot de tout ce qu'il a entendu. Voilà, donc c'est pas ses aventures, mais ouais. pour autant c'est des vraies aventures, Ouais. mais c'est pas les siennes. Ouais. On connaît des punitions célèbres des bagnes militaires d'Afrique, comme la crapaudine ou le silo, pour parler que de ces deux-là. Y a-t-il des spécialités dans les bagnes coloniaux, et d'une manière générale, la vie est-elle aussi dure à Cayenne ou en Nouvelle-Calédonie que dans les bagnes d'Afrique du Nord? Alors non, parce qu'en fait, l'élément qui est terrible dans les bagnes militaires, dans la justice militaire, c'est qu'elle est doublement secrète. Elle est secrète parce que c'est la justice et que c'est pas sa spécialité. Et c'est la grande muette. Et que c'est la grande muette, voilà. Donc, c'est pas des spécialistes de la communication et ils n'ont pas envie de le devenir. Et deux, effectivement, il y a l'aspect militaire. Alors, depuis la création des ateliers de travaux publics et les bagnes militaires, on sait effectivement les éléments d'injustice terribles et les punitions et les tortures en fait auxquelles sont soumis les disciplinaires, les condamnés militaires. Dans les bagnes coloniaux, c'est très très structuré. Tout est l'objet de rapports qui sont des rapports qui peuvent être consultés d'un point de vue législatif. Il y a des visites d'inspection très régulièrement. Alors, comme toute inspection, quand effectivement un inspecteur colonial vient, en général, on prévient les gardiens, etc. Et puis on essaye de mettre un peu les choses. Mais pour autant, tout est l'objet de rapport. Donc tout peut être consulté. Et un manquement de base sur un élément de gardiennage peut faire l'objet d'une punition. Parce que c'est encore une fois un système d'une lourdeur administrative qu'on n'imagine pas. Donc à partir du moment où tout est noté, à part dans des camps vraiment isolés, des camps forestiers par exemple, où un surveillant peut faire la loi ou bien peut sous le coup de l'alcool prendre une crise de folie et être couvert sur des gestes, mais où par exemple il va modifier un petit peu les éléments en faisant croire qu'il y a eu une évasion pour couvrir le crime d'un condamné. En règle générale, quand on voit des scènes de torture, quand on voit des scènes en fait qui sont terribles, il faut se méfier parce que il y a toujours quelqu'un qui est là pour faire un rapport, il y a toujours un élément supplémentaire, un surveillant principal qui demande ce qui s'est passé, qui relève le truc, et au-dessus le commandant de camp. Comme c'est un système militaire et que c'est un système avec un avancement en fait régulier, t'imagines bien que c'est comme aujourd'hui, les mecs veulent pas avoir une épine dans le pied qui pourrait gêner leur promotion. Donc, pour continuer leur carrière, il faut que ce soit nickel, et si effectivement il y avait des injustices ou des choses qui puissent leur être reprochées, dans le cadre de leur service,
ça pourrait nuire à leur avancement. Donc attention à tout ce qui est scène de torture. Ça ne veut pas dire que c'était pas dur et que Bien les sûr, conditions bien de vie sûr, bien sûr. n'étaient pas odieuses. Hein. Plusieurs mots d'argot proviennent des bagnes d'Afrique. À Montmartre, tous les chanteurs populaires nous parlent de biribi. Qu'en est-il des bagnes coloniaux? On a l'impression qu'ils sont moins prégnants dans l'imaginaire collectif. On chante moins les Cayennes. Il y a moins de fantasmes, on a l'impression, que l'Afrique. Alors je sais pas, parce qu'en fait, bon, biribi, c'est vrai que ça a fait l'objet de chansons, mais Cayenne aussi, parce que tu vois, il y a la chanson La Belle, parole d'Albert Londres, chantée par Lucienne Boyer, etc. Donc c'est quand même une certaine époque. Hein. Mais le bagne, quand même, va perdurer jusqu'à après la guerre, alors que les bagnes militaires sont finalement, encore une fois, et méconnus, et donc vont se transformer en section spéciale ou en section de discipline, donc quelque chose qui pour le commun des mortels est moins connu, et pour les chansonniers ou les journalistes, moins facile d'accès. Donc non, moi j'ai l'impression que, tu sais, la fameuse formule, si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras à Cayenne ou tu finiras au bagne. Bon. Ouais, Ça, bon, de nos jours, non, mais nos parents, voire nos grands-parents l'ont entendu sans arrêt, ce truc-là. Faut comprendre que l'institution s'arrête après-guerre dans les années entre 44, 46, 48, dernier rapatriement de bagnards libérés 53, donc c'est pas si vieux que ça quand même. Ouais, oui, tout à fait. Le tatouage dans tout ça? Alors le tatouage, très important, très très important, il y a quelque chose de fondamental qui est, déjà il y a deux catégories, hein, ceux qui arrivent tatoués et ceux qui vont repartir, j'allais dire tatoués, mais ceux qui vont rentrer finalement dans cette espèce de groupe, tu vois, de groupe d'initiés, quoi, qui vont devenir finalement des tatoués pour faire partie de ce monde-là, quoi. Ceux qui arrivent, bon, tu les connais, c'est effectivement tout ce qui était Baddaf, la bousille, tout le monde se tatouait, ne serait-ce que parce que c'était interdit déjà, puisqu'on voit même les types qui se tatouaient des moustaches parce qu'ils n'avaient pas le droit de la porter, etc., par provocation. Et puis beaucoup de tatouages obscènes, antimilitaristes, contre les officiers, etc., donc c'était une forme de provocation. Ceux-là arrivent déjà bleus, effectivement, quand ils sont au bagne. Les autres, ceux qui n'ont pas été tatoués, bon, j'en avais un peu parlé dans ce fameux article dont tu parlais, la Peau de Bagnard, donc dans la magnifique revue Tatouage Magazine, qui a effectivement, avec cette rubrique culture, qui se différencie et qui se montre une spécificité culturelle et historique par rapport à d'autres. L'idée, c'est que Ah non, une excellente revue, je tiens à le dire. Ceux qui vont se faire tatouer au bagne, il y a une espèce si tu veux, il y a un côté un peu désespéré, il y a un côté je reviendrai pas. Tu parlais tout à l'heure de la relégation où il faut être gracié pour en revenir. On parlait du doublage où on sait qu'on est condamné à perpétuité sur le sol guyanais après sa libération. Donc cette espèce de fatalité d'admettre que je rentrerai plus jamais fait que le condamné va volontairement se tatouer pour rentrer dans cette corporation, oui, finalement. C'est du jusqu'au boutisme, finalement. Ouais, c'est l'idée de dire je ne serai plus jamais comme avant et je ne serai plus jamais comme ceux qui m'ont condamné, finalement. Ouais. Être tatoué, c'est faire partie peut-être des victimes. Se désociabiliser peut-être du monde qu'on a connu pour intégrer un nouveau monde, oui, finalement. Un nouveau groupe social. C'est ça. Et ce groupe social, encore une fois... On se labellise par rapport au monde qui nous accueille. Et on s'en différencie. Tu vois, on se différencie volontairement des juges, des jurés, de cette espèce de société bien pensante, tu vois. Du monde qu'on ne côtoiera plus, finalement. Et de ces juges, finalement, tu vois, de toute cette société qui juge, qui condamne, qui finalement... C'est bourreau, quoi. Ouais, qui ignore ce qui se passe. Et là, finalement, il va y avoir cette espèce de notion de clan, tu vois, de groupe. Et donc, le tatouage va prendre une part très importante. On te doit d'ailleurs une magnifique photo de Manda Eleka. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, encore une fois, Casque d'or, je vous invite à vous intéresser à cette histoire. Je mettrai en lien un livre très très intéressant qui s'appelle Casque d'or, que je dois avoir ici dans ma bibliothèque. Manda et Leka, qui ont fait énormément parler d'eux, donc des Apaches. Et tu as une magnifique photo où ils sont réunis au bagne, tous les deux, torse nu, on les voit tatoués.
Comment tu les as reconnus d'abord? Alors, en fait, c'est légendé, parce qu'il faut dire que j'ai eu l'occasion de racheter il y a quelques années une partie du fonds du Petit Parisien. Et donc, le Petit Parisien, qui était le journal voilà, de l'époque, Ah ouais, carrément. il y avait un fonds donc photo Forçat. Ouais. Et un jour, donc, quand les locaux ont été complètement vidés, tu vois, revendus, machin et tout, il y avait les meubles. Et dans les meubles, il y avait encore des casiers avec. Ah là là Alors, il y là. avait des fonds photos guillotine, il y avait C'est vrai. ah, mais des trucs incroyables. Tu vois, c'était vraiment classé par thème. Et donc, moi, un gars vient et c'était un bouquiniste qui l'avait eu en contact, tu vois, et le gars me vient et me dit voilà, moi, j'ai récupéré dans les meubles que j'ai rachetés ces éléments, ces pochettes, tu vois, qui avaient été Incroyable. plus ou moins abandonnées. Incroyable. Et donc, il y avait les photos des reportages d'Albert Londres. Donc, tu vois, il y a le petit théâtre, c'est-à-dire toutes les photos qui vont être utilisées pour ces articles D'accord. dans le voyage de 1923. Et puis, bon, plein de photos d'embarquement, plein de photos avant et après. Et donc, elles sont légendées et datées, en fait. Et c'est comme ça qu'il y avait, entre autres, alors il y avait cette photo-là, puis il y a une autre photo qui est rarissime aussi, c'est la seule photo connue de femme bagnarde, c'est Marie Barthès, qui est photographiée, alors là, après le passage d'Albert Londres, hein, au moment où Alexis Danan donc, va la rencontrer pour écrire ce fameux bouquin qui s'appelle Cayenne. Mhm. Et Marie Barthès, donc c'est une femme bagnarde, une reléguée, qui vient de la région de Pau, qui va être libérée et qui va servir un peu de femme soumise, en fait, tu vois, de chair à mariage, en fait. On propose à ses filles d'épouser des forçats libérés pour créer, finalement, une espèce de concession et de développement artificiel et forcé. Mais toujours est-il que plusieurs personnes, et Albert Londres en parle parce qu'il la rencontre, et il y avait dans son photo une photo d'elle qui est la seule photo qu'on connaisse d'ailleurs, tu vois. Parle-nous de ta rencontre avec Brunier. Alors, on revient sur le tatouage. Alors, Charles Brunier, oui, on Là, va partir sur le voilà, tatouage. on revient sur le Je tatouage. vais quand même le montrer un petit peu à la caméra, cette personne, mais on va faire une incrustation de toute façon de Brunier. Je fais attention à ton magazine. Brunier, on a des vidéos de Brunier et c'était un personnage totalement hallucinant, sorti de nulle part. Lui aussi, c'était un petit peu le Richardo de Cayenne, finalement. Oui et non. En fait, c'est une histoire qui, elle aussi, pourrait faire l'objet, tu vois, d'une émission complète. Oui, tout à fait. Charles Brunier, surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, par un manque de vérification d'informations, les gens s'engouffrent et tu vois, continuent à creuser un trou qui devient un tunnel. Et à la fin, c'est tellement gros que plus personne n'ose revenir en arrière, quoi, tu vois. Donc l'idée, c'est... moi, en 2004 ou 2005, donc je suis en rapport avec une maison de retraite qui me contacte et qui me dit, voilà, on a le dernier bagnard vivant, donc, qui s'appelle Charles Brunier, dernier bagnard français vivant, qui est chez nous, donc est-ce que vous voulez venir, il n'a pas de famille, est-ce que vous voulez venir le voir, vous en occuper un peu, etc., lui apporter un petit truc. Bon, moi ça me fait super plaisir, je vais faire des interventions dans cette maison de retraite. Tu sais déjà qui c'est de toute façon? Alors non. Non, pas encore. Là je sais pas qui c'est en fait, je sais juste que c'est le dernier bagnard vivant, mais... Ah, ils t'ont pas dit qui c'était? Non. D'accord. Mais en même temps, personne ne sait qui c'était, si tu veux, tu vois, à cette époque-là. Lui, il savait plus non plus. Alors, lui, il sait vaguement, si tu veux, mais bon, entre ce qu'il a pas envie de dire, ce qu'il a envie de dire, ou pas. Oui. Et donc, bon, je m'occupe de lui pendant des années, j'y vais, on casse la croûte ensemble. Bon, moi, je fais des interventions dans cette maison de retraite, je leur amène des films, je leur amène des chansons, tu vois, de Lucienne Boyer, La Belle, etc. Bon. Et puis, un jour, un journaliste... tu vois, encore une fois, bon, tu vas croire que j'attaque les journalistes un peu trop, mais bon. Un journaliste qui a rien J'en écrit... reçois ici. Hein, moi, Voilà, c'est ça, un journaliste qui est en mal, si tu veux, d'articles de sensationnels. Ouais. C'est le journaliste du Parisien du Val d'Oise, tu vois, qui a surtout fait des ouvertures de crèches et des accidents de bagnole. Et donc, visite la maison de retraite pour les 100 ans d'une mamie, et il voit Brunier, donc il dit mais c'est qui ce gars-là, parce qu'il voit les tatouages, Brunier est un peu, pas déshabillé, mais un petit peu, tu vois, le col ouvert, etc. Et là, les filles lui disent, bah c'est un ancien bagnard de Cayenne. Donc le gars dit, ah bon? Et puis là-dessus, donc pour lui faire plaisir, les filles lui ouvrent un peu la chemise, lui soulèvent les manches, et il voit un papillon. Il voit un papillon. Et là c'est papillon. Voilà. Et là, il écrit un article qui restera dans les annales comme étant un summum de faux et de... Mais
c'est pas le premier Lui, et ce sera pas le pire, c'est dernier. qu'il l'a fait de bonne foi, lui, ou Ah pas? bah oui. Ouais, bah, Alors, de bonne foi, je sais pas, parce que quand même, si tu veux, on est en 2006, Ouais. bon, voilà, quand même, tout le monde sait à peu près que Papillon, c'est Charrière, tu vois, il Ouais, n'y a pas ouais, un faux ouais. papillon, quoi. Ouais. Bon, toujours est-il que lui, il écrit dans le Parisien National, là, un article qui va passer dans le Parisien National, j'ai retrouvé Papillon, il est dans une maison de retraite à Daumont. Et là, du jour au lendemain, dans la maison de retraite, des mecs viennent, des visiteurs, et donc ils se baladent dans les couloirs, donc les filles racontent... Il cherche Ouais, Papillon. il cherchait Papillon. Alors elle dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous foutez là? Alors le mec dit, je viens voir Papillon. Alors les filles disent, bon, dehors. Et là, donc, elle me redemande, moi, de m'occuper de lui et de servir de filtre. Je m'occupe de lui, et puis un éditeur vient me voir, donc Pascal Petiot, et me dit, mais si c'est le vrai Papillon, est-ce qu'on pourrait pas écrire un bouquin sur son histoire? Parce que l'histoire, elle est assez belle, parce que en même temps, si tu regardes sur Internet, à Charles Brunier, tu vois, sur Wikipédia, il a une fiche. Et donc... Ah, mais Brunier, c'est incroyable. de toute Ah bah façon, oui, ouais, alors ouais, la ouais, fiche est ouais. extraordinaire. Hein. Donc quand tu regardes l'histoire, c'est... donc il s'évade pendant la guerre. Hein. D'ailleurs, on l'appelle Charlot, le roi de l'évasion. Il s'évade pendant la guerre. Il rejoint les troupes de la France libre, en Guyane anglaise. De là, il rentre dans un commando qui s'appelle le commando noir du Mexique, qui est alimenté par des fonds américains et où les mecs ont comme équipement des SPAD fournis par les Américains. Et ils cherchent sur toute la côte, en fait, sud-américaine et d'Amérique centrale, les sous-marins allemands, les U-boats allemands qui viendraient se ravitailler les cuirassés de poche, comme le Graf Spee, etc. Et puis, donc, pour ses bons et loyaux services, on lui remet la médaille militaire. Il y a une petite enquête et on s'aperçoit que c'est un gars en rupture de ban. Donc là, évidemment, impossible de le faire. De Gaulle apprend l'histoire, apitoyé, il décide de lui remettre quand même la médaille militaire, et il le gracie. Et donc, Brunier se retrouve médaillé et gracié, et ancien combattant, ancien résistant. Donc l'histoire est tellement belle que si tu veux, à un moment donné, tu te dis, on va peut-être la vérifier quand même, quoi. Et donc moi, quand l'éditeur me propose d'écrire l'histoire de Brunier, je dois quand même faire une petite recherche. Et donc la première des recherches, c'est auprès de la fondation de la France libre et donc des résistants répertoriés. Là, les types me disent, Brunier ne connaît pas et Commando du Mexique jamais existé. Donc je commence à me dire, Ouais, ça mytho. part mal. Ouais. Ça part mal l'histoire. Et puis, donc de fil en aiguille, bon, il y avait une chose à faire, qui d'ailleurs a été unique, je pense, dans les annales des archives, c'est consulter son dossier donc aux archives, au centre d'archives qui garde les archives du bagne, Ouais. alors qu'il est encore en vie. C'est la première fois que ça arrive. Eh oui, 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 bien Tu sûr. comprends? Ouais, ouais. C'était même un cas de figure exceptionnel. Donc, Ouais. dérogation, autorisation, etc. Je consulte le dossier. Et là, je m'aperçois que, en fait, Brunier s'évade pas. Et c'est simplement, comme c'est un ancien marin, bon, il a fait tout son service militaire en prison, hein, dans la marine. Mais au bagne, il se vante d'être un ancien marin, ça se sait. Et donc, on le prend pour les cavales, parce que c'est le barreur qui est le plus important dans les cavales. Et donc, il paye pas sa place, lui, à bord des canaux d'évasion, puisqu'il c'est le barreur. Bon, évidemment, comme il a jamais barré un bateau, qu'il a fait tout son temps en prison, comme je te le disais, le premier bateau, il le fout à la côte. Le deuxième bateau, la deuxième évasion, donc ils sont repris au niveau des îles du Salut, ils se font tirer dessus. Et la troisième tentative d'évasion, qui était un 31 décembre, donc pour profiter de ce que les autres, tu vois, fêtaient... Faisait la fête. ouais, en picolant comme des ânes. Il se barre en volant une barque de pêcheurs à Cayenne. Il s'échoue dans le banc de vase parce qu'ils sont à marée basse, parce que lui, il n'a jamais vu une marée de sa vie, il n'a jamais calculé une marée. Il s'échoue devant et ils attendent que le jour se lève et que la marée remonte et ils sont piqués à l'entrée du port de Cayenne. Donc c'est vraiment... c'est les Charlots en Espagne, quoi. C'est la loose. C'est la C'est la loose septième complète. compagnie, ouais. Et en même temps, si tu veux, alors c'est la loose complète, et comme je te disais tout à l'heure, il fait 25 ans de bagne, donc il est gracié en 46 lors des grâces collectives. Seulement ce qui se passe, c'est que donc il est libéré, et il va rentrer en France. Il va rentrer en France, donc, comme on le disait tout à l'heure, sur un bateau qui a été armé par l'armée du Salut. Et le bateau fait d'abord une escale à Bordeaux, et ensuite au Havre. À l'escale de Bordeaux monte un journaliste de Paris Soir. Le journaliste de Paris Soir veut faire un super article. Et donc, il dit, les gars, qui est-ce qui a une belle histoire à me raconter? Donc, il voit Brunier qui est à moitié torse nu, qui est plein de tatouages, et donc, qui comprend, parce que les gars c'est des filous quand même, ils sont pas cons, tu vois.
Donc il comprend l'opportunité de lui parler. Qui a un Et qui billet à lui se dit, faire, ouais. ah oui, il lui dit, moi je veux bien te raconter mon histoire, mais faut me filer un peu de rond. Ouais. Et là, le journaliste dit, ouais d'accord, mais si je te file des ronds, faut me raconter une belle histoire, tu vois, c'est le revers de la pièce. Et donc si le mec lui raconte qu'il était aux cuisines, qu'il faisait à bouffer pour 300 mecs en faisant très peu de viande et beaucoup de bouillon, le journaliste il a pas de quoi faire un article qui va faire vendre son papier. Donc, et il l'incite, et il le pousse certainement, moi je n'y étais pas, mais tu comprends bien le truc, pour en avoir pour son pognon. Et donc Brunier va se mettre à fabuler et à lui raconter la plus belle histoire qu'il a entendue de la Terre. L'autre, fou d'avoir découvert le filon et l'histoire la plus géniale qu'on lui ait jamais racontée, putain, se précipite, ne vérifie rien et publie ça comme un malade. Et c'est cet article qui va, à un moment donné, rester dans les mémoires et exister toujours, si tu veux, et qui va transmettre cette légende. Créer la légende, ouais, tout complète. à fait, ouais. Alors certainement des histoires qu'il avait entendues lui aussi, un petit peu comme Papillon, quoi. Il a Alors, peut-être glané à droite à Je gauche. te cache des pas trucs, que cette histoire de commando du Mexique, je sais pas d'où ça vient parce que moi j'ai jamais entendu parler de ça, même en vérifiant, si tu veux, tu vois, ouais. des avions de la Première Guerre mondiale fournis par les Américains pour, encore une fois, vérifier dans les mini-fjords, tu vois, et les anfractuosités de la côte s'il y a des sous-marins, des U-boats. Autant, effectivement, la trouille des U-boats a existé, autant Oui. confier ça, tu vois, à d'anciens bagnards, bon, je pense que c'est un peu gros quand même. Mais Brunier, c'est une belle histoire. On en parlera, j'espère que tu reviendras, Ouais, et avec puis plaisir. on fera une émission sur lui. Franck, tu t'intéresses aussi au bagne d'enfants en ce moment, là, c'est quelque chose que tu as bossé. D'ailleurs, prochain Tatouage Magazine, la rubrique culture, c'est toi. Alors le prochain, ça sera l'article, ça sera sur Fatalitas, sur l'origine Sur l'origine de Fatalitas. De Fatalitas, d'accord. Hyper intéressant aussi, tu es le premier à t'intéresser réellement à cette origine Du mot du Fatalitas. mot Fatalitas. Alors, bon, c'est pas à toi, c'est pas à toi que je vais apprendre quelque chose ou que je vais le dire, mais Fatalitas, c'est toi quand même quelque part. Donc ça m'intéressait, c'était aussi un petit clin d'œil en fait. Et puis il y a ton remarquable bouquin Fatalitas. Donc c'était un petit clin d'œil sur ce fameux Fatalitas. Et en même temps, voilà, c'est un mot qui est fort, hein, qui porte justement toute cette espèce de résignation face à la peine et face à la condamnation, comme si la fatalité de la vie te rattrapait. Et donc l'idée c'était de savoir d'où venait l'expression, qui l'utilise le premier, est-ce que c'est les condamnés ou est-ce qu'ils vont trouver ça dans une littérature populaire quelconque, et d'arriver à croiser après les destins sur les différentes personnes qui vont s'approprier ce mot, ce terme, tu vois, et en faire leur commun, quoi, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et, C'est un mot totem, hein, presque. Hein, on va dire, oui, c'était, je pourrais même te renvoyer la question en te disant pourquoi tu as utilisé Fatalitas comme titre de ton bouquin. Tu vois, tellement ce mot est porteur, finalement, de plein de choses. Ouais. La suite, Franck? Donc les bagnes d'enfants, on en revient au tatouage, les gamins se tatouaient. Alors il faut savoir que la majorité à l'époque c'était 21 ans, donc si tu veux 21 ans c'est des jeunes hommes maintenant. Surtout à l'époque. Voilà. Et donc oui, à l'époque où tu travaillais à 14, à 12 ans, etc. 21 ans, tu avais t'étais déjà connu père. la vie, tu avais déjà un peu, tu t'étais coltiné. Hein. Donc si tu veux c'était intéressant. Et quand on a créé la sauce Fatalitas avec donc comme tu le rappelais Jérôme, Eric, à l'époque, Jérôme Pierrat, l'idée c'était ce Fatalitas, c'est celui des gamins. Je t'ai dit, il y a 3 volets, hein, l'enfance, la justice militaire, la justice coloniale. Celui des gamins nous a touchés, parce qu'en fait, quand tu imagines qu'un gamin se tatoue ça, ou se fait tatouer ça, ça veut dire que lui, il a quand même le sentiment que sa route était tracée, et que de toute façon, il ne pourrait pas s'en sortir. Et c'est d'autant plus, si tu veux, émouvant et fort, que, encore une fois, qu'un vieux cheval sur le retour, qu'un vieux condamné récidiviste se tatoue un certain nombre de choses, on peut le comprendre. Chez un gamin, c'est quelque chose qui est fort. Tu vois, moi qui suis enseignant, j'ai essayé d'aider des gamins toute ma vie, y compris dans leur choix de vie, en les respectant. Hein. Moi, tu vois, je suis pas là pour faire la morale. Quelqu'un qui me dirait, moi, le système social tel qu'il est fait aujourd'hui, avec ce qu'on nous propose, ne m'intéresse pas. Je l'entends. Mon travail, c'est de les mettre en garde en leur disant, attention, les gars, si vous déviez, ça va être compliqué, parce que la société va avoir du mal à vous le permettre et à le tolérer. Mais tu vois, ce Fatalitas chez les gamins, c'est pour moi une des marques les plus terribles de l'échec de l'éducation et donc de la société dans le contrat social qu'elle a à remplir normalement. Franck, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Pour cette émission.
Je suis ravi, on vient de passer 1 heure et quelques à discuter, je pense qu'il n'y aura aucune coupure, hein, je pense qu'on on va tout mettre. Tout m'a intéressé, j'ai appris également beaucoup de choses. Alors maintenant, c'est quoi la suite pour toi? Alors la suite, là, il y a donc un travail sur un manuscrit, peut-être essayer de publier un manuscrit d'un bagnard évadé qui est passionnant parce qu'en fait, le type s'est évadé, il est au Venezuela après-guerre et il va rencontrer, lors de son voyage, Georges Arnaud, qui à l'époque s'appelle Henri Girard, Georges Arnaud, le salaire de la peur, qui part de France, qui a une histoire aussi compliquée et lourde à porter, et qui donc part pour 2 ans en Amérique du Sud, et leurs destins vont se croiser, et ça va devenir un des grands amis, un des grands repères de ce qu'est un homme libre, on en revient à la liberté, chez Georges Arnaud. Donc j'ai ce manuscrit, j'ai consulté son dossier au bagne qui est passionnant, une belle histoire complète avec un gamin abandonné par les parents qui se retrouve à l'assistance publique, qui est placé, ça se passe mal, il se retrouve en maison de correction. Né sous une mauvaise étoile. Voilà, exactement, ça pourrait être ça le sous-titre, tu vois, l'ami de Georges, né sous une mauvaise étoile. Enfant du Et malheur. donc voilà, il se retrouve dans une colonie pénitentiaire d'enfants qui est peu connue, c'est celle du Val-d'Hièvre, dans le Cher. Et ensuite, donc, divers cambriolages vont l'emmener jusqu'aux travaux forcés et au bagne, et il s'évade. Il se retrouve avec son frère. Les 2 frangins suivent le même parcours, et les 2 frangins sont condamnés en même temps, et les 2 vont s'évader en même temps. Un va refaire sa vie au Vénèse, et l'autre au Brésil. Donc tu vois, il y a une belle histoire là à raconter, en sachant comment trouver l'axe d'entrée, parce que c'est compliqué. Et puis il y a un projet d'exposition pour là à venir, pour les mois qui viennent, au Fort Balaguier, qui est un musée donc très intéressant, qui reprend beaucoup de choses sur les bagnes portuaires, parce qu'il est à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon. Et ils vont faire une exposition pour la première fois sur un grand artiste du bagne inconnu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui signe par des initiales, LK ou HK, que personne n'a identifié, et qui connaît parfaitement la vie du bagne, qui a eu une production énorme, des dessins de très grande qualité, et sous forme de caricature. Et donc le Fort Balaguier va faire une exposition sur ce thème. Nous, avec Jérôme et l'association, on a acheté 40 dessins de ce gars-là il y a quelques années, qui venait d'une des filles du directeur de la Banque de Guyane. Et donc, voilà, on va participer à cette expo, et on espère qu'à la suite de l'expo sera levé le voile du mystère sur ce fameux HK. Sur ou l'identité de ce HK. Franck, je te remercie. On suivra ton actualité de toute façon. Hein, je compte sur toi pour me prévenir, hein, que je puisse en parler. Je te dis donc à très bientôt. Je vous retrouve pour une prochaine émission et avec des histoires fabuleuses, hein, toujours. Je vous remercie tous de nous avoir regardés. Et n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, Franck. Je te remercie encore. Et n'oubliez pas, S'évader, une autre histoire de la justice de 1791 à nos jours, Nouveau Monde. Trouvez ça chez Amazon. Voilà, ce sera quelque chose pour vos longues soirées. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. On n'est plus qu'un bateau de chien qu'on mène crever dans une île. Mais alors apparaît la peine, la faim, la lèpre, le cachot, le coup de poing des pays chauds. Rien ne sera trop beau pour elle.